Bonjour à tous. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir pour les rendez-vous de la mécanique en partenariat avec le CETIM et la FIM, la Fédération des industries mécaniques. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur les sites de Technique de l'ingénieur, cliquer sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, nous allons parler efficacité énergétique, un levier de compétitivité. Depuis 2015, les entreprises françaises ont dû s'adapter à de nombreux changements énergétiques sur fond de forte volatilité des prix. La disparition des tarifs réglementés, les fluctuations du coût des énergies fossiles sont synonymes pour la majeure partie des PME et des ETI d'incertitude sur leurs factures énergétiques annuelles. Face à cette nécessité, de nombreuses marges de progrès simples à mettre en place existent dans tous les domaines de la consommation énergétique industrielle. Il est donc important pour l'ensemble des entreprises de bien s'informer de ces évolutions impactant directement leur stratégie économique. Parmi les sujets abordés au cours de cette webconférence, la transformation des gisements en économie réelle et durable et les gisements d'économie liés au conditionnement d'ambiance des bâtiments. Cette conférence en ligne est assurée par M. Éric Sénéchal, expert en efficacité énergétique au CETIM, et M. François Lefeuve de la société Hermo. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Fouché, je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour et merci Monsieur Souma. Monsieur Fouché, CETIM, Centre technique des industries de la mécanique. Le CETIM en une phrase, c'est un centre technique qui est là pour aider les industriels de la mécanique et on est là pour faire du transfert de technologie vers ces industriels de la mécanique à tout niveau. Bienvenue à la webconférence. Aujourd'hui, nous allons parler d'efficacité énergétique. Il faut bien voir que c'est un levier de compétitivité. Cette présentation va s'échelonner jusqu'à 12 heures. Monsieur Eric Sénéchal, comme on vous l'a dit, référent technique, efficacité énergétique du CETIM, et Monsieur Lefebvre, qui est un référent énergie de la société Hermo, nous fera un témoignage vécu de son côté. Juste un petit mot pour vous dire que face à cette situation un petit peu atypique aujourd'hui et liée à l'épidémie, le CETIM s'organise et continue ses services auprès de ses industriels. Bon, c'est M. Souma qui vient de vous parler des techniques d'ingénieur. Ici, moi-même, Didier Fouché, exposé technique, M. Sénéchal et M. Lefebvre. À l'issue de cette réunion, si vous souhaitez plus d'informations, une aide, un accompagnement, vous pourrez adresser un courriel également à sqr@cetim.fr. Un lien vous sera adressé pour télécharger ces présentations. Et si effectivement il y a des coupures, vous pouvez vous reconnecter via GoToMeeting. Ici, comme vous voyez, le 17-11, c'est notre dernier rendez-vous de la mécanique. Nous en RVM, nous en faisons donc cette année en webconférence. On s'est adapté. Nous en faisons tout au long de l'année. Et ici, vous voyez que sur les 2 derniers mois, on a 7-8 rendez-vous de la mécanique sur tous les sujets. Donc, je vous invite à venir voir sur notre site CETIM et vous aurez forcément des sujets qui vous intéresseront. Le CETIM en 2-3 mots, il y a 6500 cotisants référencés mécaniciens de tout niveau en France. Ces cotisants, nous travaillons pour eux et nous réalisons des études techniques sur des nouveaux sujets, des nouvelles technologies, par exemple fabrication additive ou traitement de surface ou évolution au niveau de la peinture, etc., sur tous les process mécaniciens. Donc, ces études que nous faisons sont en libre service sur notre site pour nos cotisants. Il n'empêche que toute personne peut venir sur le site du CETIM pour s'informer sur différents aspects, formation et autres. Nous publions des CETIM Info. Vous voyez que le dernier CETIM Info parle d'écologie, d'énergie, comme par hasard, et réussir sa transition énergétique, et à tout niveau, en entreprise. Eric Sénéchal qui vous en parlera probablement avec l'ADEME,
a écrit, au nom du CETIM, un guide sur la maîtrise de l'énergie dans l'industrie mécanique. Je vous le conseille fortement. Toutes les bonnes indications. Le CETIM, donc, vous, entre autres, fait des guides, mais pas que. Comme je vous ai dit tout à l'heure, exceptionnellement, enfin, fait beaucoup de choses pour les mécaniciens, fait des études et sort tous les 5 ans. On se projette dans les 5 ans qui viennent. C'est pour ça que vous voyez TPM, les technologies importantes pour demain, 2025. On se projette sur les 5 ans. Et on a fait un guide pour donner aux industriels une prospective pour voir ce que peut être leur métier dans les 5 ans. Voilà. Donc, il y a des liens que vous pourrez télécharger. Il n'y a pas de souci. Pour toute demande, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous adresser à sqr@cetim.fr et je vous souhaite un bon rendez-vous de la mécanique et place à la technique. Merci. Eric Sénéchal qui va vous parler. Merci Didier, merci beaucoup. Donc je vais vous présenter en quelques, pas en quelques minutes, mais allez, en 3/4 d'heure, on va dire un panorama effectivement de, on va dire, de bonnes pratiques et de réflexion autour de l'efficacité énergétique. Alors, juste pour préciser ce que vient de vous dire Didier, en ce qui concerne le guide que vous a présenté mon collègue, je ne suis pas le seul rédacteur. Hein. On a écrit ça à plusieurs mains, évidemment. C'est un très gros guide qui recueille l'ensemble des bonnes pratiques dans le domaine de l'efficacité énergétique pour les industries mécaniciennes, avec un double code de lecture d'ailleurs. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller effectivement, mais sachez que ça a été un gros travail et donc on l'a écrit à plusieurs mains. Juste pour me présenter en 2 mots, avant de lancer le sujet, donc je travaille au sein d'un pôle d'activité du CETIM qui s'appelle Performance industrielle durable, dans lequel on travaille sur des sujets qui vont de l'organisation de production, la robotique, la sécurité machine, l'environnement, et évidemment l'énergie à l'intérieur de l'environnement. Et on a des axes de travail qui recoupent ceux du CETIM, c'est-à-dire à la fois des études professionnelles pour donc nos ressortissants mécaniciens et donc qui vont bénéficier à l'ensemble de la profession qui nous demande ces travaux, des études plutôt B2B et donc pour répondre à un besoin d'un industriel particulier cette fois-ci, et puis 2 autres axes de travail qui sont en fait des axes de diffusion, publication et des axes de formation également. Hein, donc on en reparlera d'ailleurs à la fin de cet exposé. Voilà. On participe également à des travaux normatifs, ça c'est assez important. C'est quelque chose qui bouge au sein du CETIM, au sein pardon de l'Europe. Hein, le sujet énergétique est quelque chose qui commence à être bien en avant, hein, vous l'avez compris, et je pense que c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, et qui commence à être visé par un certain nombre de réglementations et de normes. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Un premier point en fait qui résume un petit peu le titre. Hein. Pourquoi se lancer dans une démarche d'amélioration d'efficacité énergétique aujourd'hui? Hein, donc on va avoir quelques bons arguments, on va dire. Hein. On va regarder ensemble une méthodologie finalement de prise en compte de l'énergie sur un site industriel. Il est important d'avoir les différentes étapes en tête quand on veut prendre à bras le corps ce problème. Évidemment, parmi cette méthodologie, il y a une phase qui est la recherche de solutions d'économie d'énergie, hein, d'amélioration d'efficacité énergétique. Donc, on va en détailler un certain nombre pour vous donner une idée de ce qu'on peut trouver sur un site industriel mécanicien ou non d'ailleurs, hein, évidemment.
en parlant de conditionnement d'ambiance, en parlant d'air comprimé. L'idée, c'est pas de vous faire un panel complet, évidemment, des solutions qu'on peut trouver, parce que ça serait pas possible d'ailleurs dans le temps imparti. Deuxièmement, ça dépend vraiment de vos conditions d'exploitation et de vos conditions de chauffage, par exemple, pour parler du conditionnement d'ambiance. Et en gros, chaque entreprise a ses propres solutions et ses propres possibilités d'amélioration énergétique. Il y en a pratiquement toujours, même dans les entreprises qui ont déjà bien réfléchi à la démarche. Donc, on va détailler un certain nombre d'exemples, hein, donc, que je vais vous présenter, mais sachez que c'est pas exhaustif, loin de là. Voilà. On terminera par deux éléments qui sont indispensables finalement dans la démarche et dans la méthodologie. La mesure, hein. En l'énergie, mettre en place une démarche de gestion de l'énergie sans mesure, c'est impossible. C'est clairement impossible. Alors, ceci étant dit, il y a plusieurs niveaux de mesure et donc ça, on regardera ensemble comment on peut mettre en place un plan concret pour accéder à cette mesure énergétique. Et puis la gestion des compétences, parce que c'est quelque chose qu'on oublie. Derrière la notion d'amélioration énergétique, il y a aussi des personnes. Et ces personnes, il faut leur donner finalement les compétences suffisantes pour pouvoir gérer ce nouveau poste ou ce poste supplémentaire, on va dire, dans l'entreprise et le gérer de façon intéressante. Voilà, donc on balayera tout ça ensemble et puis j'essaierai de répondre à vos questions à la fin de cet exposé. Alors, pourquoi se lancer dans une démarche finalement d'efficacité énergétique, même en ce moment, et je dirais même surtout en ce moment, puisqu'on a tous, autant que toutes les entreprises ont évidemment des soucis de trésorerie et des soucis économiques, hein. La première raison, c'est celle-là, hein, c'est qu'effectivement, travailler l'efficacité énergétique, ça permet de dégager des gains énergétiques et donc des gains financiers pérennes. Hein. C'est pas quelque chose qui va être gagné à l'instant T et puis que l'on va reperdre par la suite. Le kilowattheure qui est économisé aujourd'hui le sera demain et évidemment le gain financier qui va avec sera également économisé. Donc c'est une diminution des charges fixes finalement, hein. Et on travaille ces charges fixes, notamment en réfléchissant sur les talons de consommation, hein, les notions de veille de consommation, comme on a les veilles, la consommation de veille d'un téléviseur. Voilà, tout ça pour essayer finalement d'augmenter la marge brute, hein, de l'entreprise. Ça joue vraiment là-dessus. Et parfois, même si le montant le coût énergétique de l'entreprise est faible, eh bien, on arrive à dégager des gains financiers qui sont tout à fait intéressants pour l'entreprise. On peut également aussi travailler la productivité, hein, notamment en travaillant les consommations énergétiques des process. Ça s'est vu en gagnant des facteurs 2 à 3 au niveau des temps de passage dans certains fours, par exemple. On a également un effet, il faut le dire, un effet d'aubaine, mais pourquoi pas en bénéficier puisqu'il y a de nombreuses solutions qui existent sans investissement. Et quand on a des investissements, il existe des dispositifs d'appui financiers, notamment les certificats d'économie d'énergie et d'autres dont on pourra parler tout à l'heure pendant les questions. Voilà. Travailler l'efficacité énergétique, c'est aussi finalement se renforcer vis-à-vis des fluctuations des prix. Hein, vous savez que les tarifs sont libres, hein, les tarifs de l'énergie électrique et gaz notamment sont libres, les marchés ont été libéralisés. Donc l'une des caractéristiques principales, c'est que les prix des énergies sont très fluctuants. Ils sont liés à l'offre et à la demande. Et donc, on peut se retrouver avec des fortes augmentations comme des fortes baisses. Simplement, le fait d'avoir géré ses économies, géré son énergie, pardon, ça permet d'anticiper et de ces fluctuations de prix et de bien connaître finalement son profil de consommation
vous permettra également de négocier au plus juste votre prix du kilowattheure ou votre prix du mètre cube gaz. Voilà. On a des raisons bien entendu environnementales et sociétales. Vous avez tous entendu parler de la décarbonation de l'industrie. Le travail d'amélioration de l'efficacité énergétique est directement lié à la décarbonation de l'industrie. Alors, il faut bien entendu réfléchir parce que certaines énergies sont plus carbonées que d'autres, et donc c'est quelque chose qui va rentrer en ligne de compte lorsqu'on veut mener une démarche plus globale, on va dire, d'amélioration de ces émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et puis on va retrouver d'autres types de raisons. Voilà, on a une nouvelle ligne de production qui arrive. On va intégrer la partie énergie. On peut améliorer aussi la qualité et la sécurité dans certains cas. Améliorer l'éclairage, par exemple avec des LED, ça vous permet également d'améliorer finalement la sécurité au poste. Donc ça, c'est des points intéressants, tout en faisant des économies d'énergie. Et puis, ce sont souvent des projets qui sont assez dynamiques vis-à-vis des collaborateurs et qui donnent une bonne image interne de l'entreprise. Voilà, donc c'est un projet qui est facilement accepté en général. Alors, donc vous voyez, il y a beaucoup de raisons pour pouvoir, pour déclencher finalement une vraie mise en place d'une gestion énergétique sur un site industriel. Alors parfois, c'est un sujet qui est un petit peu mis de côté vis-à-vis de la production, mais qui peut très très bien être mené en parallèle, notamment en déployant une certaine méthodologie pour pouvoir gérer ça dans le temps. Bien entendu, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc la première étape quand on veut développer un projet d'efficacité énergétique, c'est de connaître finalement sa consommation actuelle. C'est toujours un petit peu la même idée d'avoir cette photographie de ma consommation d'énergie à l'instant T, avoir une idée de ma consommation de référence pour utiliser un langage très normatif, pour avoir un point de départ en fait, tout simplement. Alors, la première chose, c'est d'avoir évidemment de pouvoir analyser ces factures, mais ça suffit pas en général parce qu'il faut quand même essayer de déterminer où va l'énergie sur un site industriel. Est-ce que c'est le gros four qui fonctionne 1 heure par jour au fond de l'atelier, ou est-ce que c'est la petite machine outil qui elle fonctionne en 3 postes, voire même parfois en temps masqué le week-end, qui est le plus gros consommateur du site. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc il faut avoir cette idée de répartition des consommations pour démarrer la démarche. Alors ça se fait par des calculs précis, ça se fait par des mesures, évidemment, des mesures ponctuelles cette fois-ci, pour essayer de trouver des secteurs les plus consommateurs de l'entreprise et de détailler un peu les consommations. Voilà. Et puis en plus, on peut en profiter pour faire un petit peu d'optimisation tarifaire. Voilà, c'est le b.a.-ba de la gestion énergétique. Allez voir si mon tarif électrique ou mon tarif gaz est bien adapté finalement à mes besoins. Et puis si j'ai des gains, si j'arrive à trouver des marges de manœuvre, eh bien je vais pouvoir les réinvestir par exemple dans des équipements permettant d'améliorer ma performance énergétique. Donc on pourra dégager parfois des marges simplement au niveau du tarif. Donc cette répartition énergétique, en plus, vous voyez l'avantage de pouvoir donner des clés en plus de répartition comptable, plus précises que ce que l'on a en général sur le site. Et ça, c'est toujours intéressant d'affecter finalement les vraies valeurs finalement aux vraies lignes de coût sur un site industriel. Donc première démarche, première étape, on va faire le bilan de l'existant, on va regarder ce qui se passe et on va donc répartir les consommations. Deuxième étape, on va évidemment rechercher des économies d'énergie, des pistes d'amélioration. Alors les pistes générales, les voilà. La première réflexion, c'est évaluer le besoin. Est-ce que finalement, sur ce process-là, sur cette utilité-là,
j'ai un besoin qui est en adéquation avec ma production. Autrement dit, est-ce que j'ai pas un moyen de production d'air comprimé, par exemple, qui est surévalué par rapport à mon besoin réel, hein. Et donc là, on aura en général un fonctionnement qui va être dégradé par rapport aux conditions optimales. Et donc, on va être amené à choisir des systèmes plus adaptés, hein. Donc ça, c'est déjà une première piste d'évolution, voir si mes systèmes sont sous ou surévalués par rapport aux besoins réels. Deuxième piste potentielle, le réglage du système au plus près des usages. Encore une fois, hein, pouvoir régler par exemple la pression de service de mon air comprimé au plus près de mes besoins et pas générer des choses bien au-delà des plages utiles. Le bon entretien, donc là la maintenance et la service maintenance a tout son rôle à jouer dans la démarche d'efficacité énergétique, à la fois parce que c'est elle qui connaît évidemment le mieux les machines du site, hein, l'ensemble des utilités et l'ensemble des machines, et parce qu'un bon entretien de l'ensemble des parcs, du parc machine au sens large, eh bien, permettra de limiter les dérives énergétiques. On va également travailler sur des solutions les plus efficaces, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir acheté un nouvel équipement, on va essayer de privilégier une approche en coût global par rapport à une approche en coût en moins 10 ans, en tenant compte finalement de la part énergétique que va coûter l'équipement à l'entreprise. Toujours l'exemple du compresseur, hein, mais c'est purement un exemple qui me vient à l'esprit à l'instant T. Voilà, pourquoi acheter un compresseur qui est un peu moins cher, mais qui va être moins économe, alors qu'on pourrait très bien investir, allez, 5%, 10% de plus, et obtenir donc un équipement qui va être plus économe dans le temps, sachant que finalement, quand on fait cette approche coût global sur ce type d'équipement ou sur un moteur, eh bien 75% du coût global sur 5 ans, par exemple, c'est l'énergie. Et le coût d'achat représente une dizaine ou une quinzaine de pourcents de notre coût général de l'équipement, ce que ça coûte réellement à l'entreprise sur 5 ans. Voilà. Donc cette approche en coût global, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant également pour trouver des solutions plus efficaces. Une fois qu'on a fait tout ça, on va essayer de récupérer, de valoriser des énergies utilisées sur le site. Donc on parle beaucoup de récupération d'énergie fatale, donc c'est surtout de l'énergie thermique, hein. Mais oui, ça fait partie des pistes, ça fait partie des pistes à travailler. On va évaluer régulièrement l'efficacité de nos systèmes parce que tous les systèmes évidemment se dégradent dans le temps et donc notre rendement qui était très bon au départ peut très bien se dégrader dans le temps et arriver à des valeurs qui sont faibles. Voilà. Et donc il faut pouvoir aller suivre cette efficacité dans le temps pour surveiller nos équipements. Et puis on va sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques de gestion de l'énergie et évidemment tout en assurant leur mission de production dans l'entreprise. Donc vous voyez, voilà quelques grandes pistes générales de recherche d'économie d'énergie qu'on va essayer de détailler sur quelques secteurs particuliers que je vais vous proposer. Et le premier d'entre eux, c'est les gisements qui sont liés au conditionnement d'ambiance. Alors en gros, le conditionnement d'ambiance, c'est chauffage, climatisation et ventilation des locaux. Je résume très fort, hein. Le conditionnement d'ambiance, c'est la mise en condition donc des locaux dans lesquels on a le personnel pour leur assurer un confort tout à fait légitime, hein, mais aussi pour assurer finalement une certaine productivité, une certaine qualité au niveau des procédés, hein. Si vous cherchez le micron sur certaines pièces,
vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une ambiance autour de la machine dont la température varie de 10 à 15 degrés tous les jours. C'est pas possible au niveau technique. Voilà. Et donc, si on n'a pas cette régulation finalement du conditionnement d'ambiance, on risque d'avoir des problèmes de productivité, voire de qualité de produit, hein, dans certains cas. Voilà. Donc, ça rentre non seulement côté confort du personnel, mais aussi vis-à-vis des équipements de process. On va régler, donc, pour avoir ce conditionnement d'ambiance confortable, la température de l'air, évidemment, donc soit en chaud, soit en froid. On va régler la vitesse de l'air et on va régler en général, enfin de temps en temps, pardon, l'humidité. Hein. Bon, c'est pas le cas dans tous les bâtiments, mais c'est des choses qui existent. Voilà. On peut également être amené à travailler la pression entre certains locaux parce que pour éviter des entrées de particules dans des locaux type salle blanche ou salle grise, ou au contraire éviter que certaines particules, certains gaz se diffusent à l'extérieur. Donc ça c'est tout ça que fait le conditionnement d'ambiance. Dans tous les cas, c'est toujours lié finalement à une ventilation, directement ou indirectement, parce qu'on vient, soit on vient assurer finalement la température avec le système de ventilation, soit parce qu'on vient aspirer ou réintroduire de l'air pour assurer finalement ce confort au niveau des locaux. Donc sachez que la ventilation, c'est systématiquement 2 postes de consommation d'énergie. Et donc c'est un poste qui est intéressant à creuser en termes d'économie d'énergie parce qu'on a le poste de consommation lié au moteur des ventilateurs qui peut être travaillé et le poste lié aux consommations d'énergie thermique associées au conditionnement d'ambiance. L'exemple classique, vous devez aspirer donc des vapeurs pour des raisons hygiéniques et vous allez mettre ces vapeurs à l'extérieur, évidemment après traitement. Sachez que de toute façon, il va y avoir de l'air froid qui va rentrer dans votre bâtiment pour compenser cette aspiration. Cet air froid, il va falloir le chauffer ou le climatiser. Et donc, ça va être des puissances thermiques à mettre en œuvre. Voilà. Donc, si on arrive à limiter donc, cette ventilation et cette aspiration, on arrivera non seulement à diminuer la consommation des ventilateurs qui vont permettre cette aspiration, mais également, on va permettre de limiter les apports thermiques qu'on va être obligé de mettre au niveau du conditionnement d'ambiance. Voilà, donc un double gain intéressant à creuser. Dans ce cas-là, on va travailler sur l'optimisation des captages. On va travailler en premier lieu, hein, donc on va capter au plus proche. On va travailler sur le recyclage de l'air vicié après épuration, quand c'est possible et quand la réglementation le permet. Hein, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours possible, mais c'est toujours intéressant d'étudier la possibilité parce que là, on a des gains directs. On n'a pas besoin de renvoyer de l'air froid, enfin de l'air chaud à l'extérieur et donc de faire rentrer de l'air froid. Donc c'est quand même au point de vue énergétique très valorisant. Si on ne peut pas faire ça, eh bien on va récupérer l'énergie thermique sur l'air qu'on a rejeté. Hein, donc c'est l'équivalent des VMC double flux qu'on va trouver chez nous maintenant de plus en plus pour venir préchauffer par exemple eh bien l'air froid qu'on va réintroduire en compensation dans notre atelier qui est ventilé de cette façon. Et puis on va piloter également les débits de ventilation et d'extraction en fonction des besoins. L'exemple typique, c'est l'aspiration sur des lignes de machines qui sont des aspirations continues, alors que une seule machine sur toute la ligne est en service à un instant T. Voilà. Imaginez un petit peu ce qu'on peut gagner en travaillant de cette façon à partir du chiffre qui est à la fin du slide. Hein, si on réduit de 20% le débit, on arrive à gagner 50% de la puissance électrique de la ventilation qui est dédiée donc à cette fonction d'aspiration. Donc ça va très très vite et ça peut faire des gains tout à fait substantiels. Alors, ça c'est sur la ventilation. Si on travaille
sur les autres aspects, c'est-à-dire la production thermique, que ce soit en chaud ou en froid, eh bien, on va travailler sur 3 niveaux en termes d'efficacité énergétique. On va travailler sur la production. On va essayer de trouver des chaudières avec des bons rendements ou améliorer le rendement. On va mettre des pompes à chaleur, on va mettre des groupes froids efficaces. On va travailler sur la régulation de ces équipements et on va travailler sur de la récupération d'énergie. On va travailler également sur la distribution. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Donc sur le transport finalement de notre production thermique, hein, en chaud ou en froid, notamment en isolant les conduites. Ça paraît trivial, mais sachez qu'il y a encore beaucoup de sites sur lesquels il y a un certain nombre de conduites d'eau chaude ou de vapeur pour lesquelles on n'a pas d'isolation et on a des grosses déperditions. Voilà. Et puis on peut travailler également sur la régulation des pompes qui assurent cette distribution. Et un élément important sur la production thermique, c'est au niveau de l'émission. C'est évidemment la régulation, hein, de cette émission en fonction de la présence du personnel, en fonction des besoins réels et évidemment en fonction de la température extérieure, en fonction des conditions climatiques, hein, puisqu'on est vraiment sur la notion de chauffage ou de climatisation. Alors là, vous voyez quelques exemples chiffrés. Donc ça, c'est une usine dans le domaine automobile où on a proposé à l'entreprise, qui l'a réalisé d'ailleurs, une régulation en cascade de ces chaudières. Donc vous imaginez une grosse chaudière qui assure la base du chauffage, puis des plus petites qui viennent s'enclencher en fonction des besoins, les unes derrière les autres. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, les chaudières, comme d'ailleurs les compresseurs et les ventilateurs, ont des rendements optimums à leur puissance maximale. Voilà. Et donc, c'est toute l'idée de cette régulation à cascade. Donc, on mobilise d'abord normalement la chaudière principale qui va assurer la base du chauffage à sa puissance maximale, et on va réenclencher petit à petit des chaudières adaptées aux pointes de besoin. Voilà. Donc vous voyez que malgré un investissement qui est quand même substantiel, puisqu'il est de 30 000 €, on a économisé suffisamment pour amortir l'investissement en moins de 2 ans. Et ça, sans aucune subvention d'ailleurs, ceci étant dit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect production. Vous voyez, sur les aspects émissions, on va travailler sur la température de consigne. Hein, petite idée à retenir, 1 degré de température, que ce soit en clim ou d'ailleurs en chaud, c'est 7% de gain sur la consommation de chauffage ou de climatisation. Voilà, donc on peut aller assez vite dans ce domaine-là. On peut travailler du zonage d'atelier en fonction des emplacements de postes de travail. On peut travailler aussi des choses toutes simples, hein, comme le dégagement des diffuseurs d'air. Hein. On voit souvent des bouches d'air qui viennent souffler, donc normalement qui assurent le chauffage, qui sont encombrées par un certain nombre de choses, donc c'est un peu dommage. Ici, vous avez un exemple de régulation terminale. Donc c'est une entreprise du secteur de la chimie qui, dans des ateliers un peu passoire au niveau, on va dire, isolation extérieure, hein. Donc vous avez un poste de travail, dont j'ai masqué on va dire, l'activité volontairement sur cette photo. Néanmoins, il y a un opérateur qui est là en permanence, donc il faut assurer à la fois pour le process et l'opérateur un certain confort, bien sûr. Et donc ça se fait par un radiant qui sont des tubes ici, hein, situés au-dessus du poste de travail, dans lequel circule de l'huile, de l'huile chaude. Voilà. Et donc on a avant avant l'amélioration, cette huile, elle a été chauffée en permanence à 160 degrés, qui est un opérateur ou pas d'opérateur. Voilà. Et donc on chauffait en permanence. Donc ce qui a été proposé, c'est d'avoir 2 niveaux de chauffe de cette huile, hein, avec la mise en place d'une sonde d'ambiance et une sonde de présence aussi, d'ailleurs, c'est supplémentaire. Donc vous voyez, on a fait un gain qui est 3 500 €, qui n'est pas monstrueux, mais
mais qui est facile à mettre en œuvre, parce que la sonde de température et la sonde d'ambiance et la régulation a été très simple à mettre en place. Voilà. Donc vous voyez, même sur des sujets comme ça qui sont parfois un petit peu compliqués à gérer, même socialement compliqués, on a des moyens d'action qui sont tout à fait pertinents. Dans le même esprit, donc l'air comprimé, hein, qu'on va retrouver sur tous les sites industriels, hein, certains disent que c'est une énergie à part entière. Je suis pratiquement de leur avis. Simplement, il ne faut pas oublier que derrière l'air comprimé, vous avez un compresseur, obligatoirement, qui est alimenté en électricité. Donc l'énergie réelle, finalement, derrière l'air comprimé, c'est l'électricité. Hein, c'est d'ailleurs ce qui fait son coût. Parce que l'air comprimé est une énergie, est un moyen finalement de transport d'énergie extrêmement intéressant, extrêmement répandu et indispensable sur tous les sites industriels. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Par contre, il faut avoir dans la tête que c'est un moyen assez onéreux, voire même onéreux, et donc il faut utiliser à bon escient. Voilà, tout simplement. Donc les industries les plus consommatrices d'air comprimé, ce sont notamment les industries du verre, nos industries mécaniques et la plasturgie. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors, sur l'air comprimé, on a 4 secteurs d'économie potentielle, un petit peu dans le même esprit que le chaud, hein, ou le froid tout à l'heure. On va travailler la production de l'air comprimé en choisissant le type de compresseur qui est le mieux adapté aux besoins, en régulant ces compresseurs avec le même principe de cascade qu'on a vu tout à l'heure sur les chaudières. On va passer ensuite, par exemple, au traitement de l'air. Hein, et vous savez que l'air comprimé, on génère évidemment de la vapeur d'eau à l'intérieur, enfin il y a de la vapeur d'eau à l'intérieur de l'air comprimé, qui a une forte tendance à se condenser là où on ne veut pas. Donc on vient sécher cet air comprimé avec différents dispositifs et on vient le filtrer. Donc là aussi, il y a des dispositifs plus ou moins efficaces au niveau énergétique et des filtres qui doivent être utilisés à bon escient. Hein, un filtre, c'est pareil, c'est 3 à 4% à chaque fois d'énergie en plus par filtre. Donc, il faut avoir une réflexion sur la qualité d'air comprimé dont on a besoin réellement pour avoir un impact sur sa consommation d'énergie. On va travailler sur la distribution de cet air comprimé. Alors, il y a évidemment les fuites, le boucage du réseau. Le record absolu que j'ai mesuré, moi, sur un site industriel, c'est 70% du temps de compresseur dédié aux fuites dans le réseau. Voilà, donc c'est énorme. Ce sont des pistes d'économie très simples à mettre en œuvre, très relativement faciles à détecter. Bon, sachez qu'il y a un optimum, hein, on peut pas avoir 0 fuite sur un réseau, hein, c'est un peu l'Arlésienne. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, quelle que soit la taille du site et quel que soit son usage d'air comprimé. Voilà. Et ensuite, on peut se poser la question également de certaines utilisations de l'air comprimé, par exemple pour le séchage ou le refroidissement des pièces ou le bullage dans des bains. Il y a des solutions différentes qui existent, qui sont plus efficaces au niveau énergétique. Clairement, donc quelques exemples ici. Bon, là, c'est un taux de fuite, hein, donc c'est une recherche de fuite sur un site industriel. Donc voilà, donc c'est très classique. Là, on avait 50% de taux de fuite. Donc les fuites sur les raccords, bien entendu, principalement. Ici, une solution un peu différente. Là, c'était quelque chose c'était le séchage de pièces à la sortie d'un bain de dégraissage, juste avant une opération mécanique de précision. Donc, on devait à la fois sécher les pièces et les refroidir. Donc, ça se faisait par des jets d'air comprimés. Donc, on a proposé à l'entreprise de remplacer ces jets d'air comprimés par toujours de l'air, mais non plus comprimé, mais soufflé simplement. Donc, avec une turbine. Et donc avec des gains tout à fait substantiels, hein, donc 17 000 € amortis quasiment en un an en fait.
Voilà, donc il y a des choses intéressantes à glaner sur ce type de dispositif. On peut également récupérer de l'air chaud sur l'air comprimé, et ça c'est tout à fait intéressant parce qu'un compresseur génère de l'air chaud de par la physique, hein, et donc on peut récupérer cet air qui est de toute façon, cette chaleur, hein, qui est de toute façon perdue, hein, qui est évacuée par un radiateur dans le compresseur pour venir en appoint du chauffage de l'usine, voire faire de l'eau chaude quand on a un réseau d'eau chaude à proximité. Donc il y a beaucoup de fabricants maintenant qui proposent des kits, hein, de récupération de chaleur en direct sur leur équipement, et on peut d'ailleurs les canaliser, enfin récupérer cet air beaucoup plus facilement également avec des gaines aéroliques quand on en a la possibilité. Voilà. Et c'est en général quelque chose qui est rentabilisé en un an, voire en un an et demi maximum. Même chose sur l'éclairage. Alors l'éclairage, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué grâce au LED. Il y a quelques années, je vous aurais parlé des LED avec, enfin quelques années, en gros c'est 3 ans, hein, donc c'est pas vieux. Je vous aurais parlé des LED avec intérêt parce que on sentait déjà que c'était quelque chose qui allait poindre et qui allait noyer le marché. Mais avec un certain recul parce que on n'avait pas d'expérience finalement de la durée de vie et puis du rendement réel de ces équipements. Bon, maintenant il n'y a plus d'hésitation, hein, effectivement. C'est un type d'éclairage qui est extrêmement efficace au niveau énergétique, qui a une durée de vie, alors pas forcément les 100 000 heures qu'on peut vous promettre, hein, mais qui a une durée de vie beaucoup plus longue que tous les autres modes d'éclairage. Alors néanmoins, on peut travailler autre chose, hein, que le remplacement des luminaires par des LED, notamment tout simplement l'optimisation de l'éclairage naturel. Donc ça peut être tout à fait simple. Le simple nettoyage des vitrages de toiture ou des plaques translucides de toiture peut amener en fait des gains substantiels sur la partie éclairage pour peu que on sensibilise le personnel ou qu'on automatise l'éclairage. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'on nettoie la verrière qu'on va avoir le réflexe d'appuyer sur le bouton d'arrêt de l'éclairage dans l'atelier, malheureusement. Voilà. Et puis la maintenance préventive est aussi quelque chose d'intéressant en termes d'éclairage, hein, et vous avez des grands groupes qui mettent en place des procédures de relamping, surtout quand ils ont encore des tubes néons pour l'éclairage des locaux. Voilà. Donc il y a énormément de choses à faire. Donc là, c'est un exemple un peu ancien, mais qui est assez significatif. On a remplacé une source d'éclairage peu efficace par une autre sur une partie d'atelier avec un temps de retour acceptable pour l'entreprise, sans aucune subvention à l'époque d'ailleurs, sans aucune aide C2E, et avec un gain finalement en sécurité au niveau des postes de travail très important. On était dans une chaudronnerie avec d'appareils de grande taille, et il faisait très sombre finalement dans l'atelier, c'était un peu dangereux. Et ce passage là, avec des ampoules sodium a permis quand même de diminuer les risques d'accident et d'absentéisme en plus. Donc ça c'est pas inintéressant. Dernier point que l'on pourrait regarder un peu en détail aujourd'hui, donc les procédés de fabrication. Alors là, il y a plein de choses, évidemment. Chaque procédé de fabrication demande une étude un peu particulière, mais on peut parler par exemple du froid, hein, donc le refroidissement de procédés industriels. On a plein de pistes également pour améliorer ces équipements. Alors c'est pas forcément le travail sur le groupe froid qui va être le plus payant. Il y a des choses très efficaces, hein, comme la haute pression ou la basse pression flottante. Donc adapter finalement les conditions de fonctionnement du groupe froid aux conditions d'évacuation de la chaleur, puisque c'est de ça dont on parle, hein, pour nos procédés industriels.
Mais on peut aussi utiliser des moyens différents. Par exemple, des aéro-réfrigérants secs, des tours aéro-réfrigérantes, si possible sans trop de légionnel quand même, ou des aéro-réfrigérants adiabatiques qui, eux, sont exempts de légionnel, mais qui sont aussi efficaces en termes d'échange énergétique, de refroidissement. Pour être tout à fait franc, si on ne considère que le critère efficacité énergétique, la tour aéro-réfrigérante ouverte, donc malheureusement celle qui provoque des légionnels, qui disperse les légionnels, est la solution la plus efficace au point de vue efficacité énergétique. La meilleure au niveau efficacité énergétique. Bon, il est évident qu'on ne peut plus l'utiliser dans ces conditions-là, pour les raisons que vous connaissez tous. Voilà. Et donc, d'autres solutions que le groupe froid peuvent être mises en place, à étudier au cas par cas, notamment la tour adiabatique, qui est une bonne alternative. On a fait une petite étude sur les différents moyens de refroidissement de procédés industriels, notamment en mécanique. Et c'est un dispositif qui arrive parmi le peloton de tête. Voilà. Au point de vue, bien sûr, efficacité énergétique. Alors, on va trouver des économies liées à plein de choses, liées au moteur. On va trouver des choses sur les mises en veille des machines. Alors ça, c'est caractéristique. Donc des consommations qui sont enregistrées le week-end alors qu'il n'y a pas de production, ou la nuit. Donc là aussi, des pistes d'économie à creuser de façon systématique. Alors ça peut être par exemple de la variation de vitesse. Donc vous voyez un exemple ici sur de la ventilation de salles grises en fait, où on a piloté en fait les ventilateurs qui insufflent de l'air neuf et de l'air recyclé dans le dispositif pour être le plus efficace possible en gagnant 36 000 € par an pour l'entreprise. Donc ça c'est un exemple particulier. Et puis on peut faire des choses très simples. Exemple ici, asservir les pompes qui permettent de faire circuler de l'eau de refroidissement en fonction du fonctionnement de l'équipement. Voilà. Donc au lieu d'avoir des pompes qui envoient de l'eau en permanence dans le circuit de refroidissement de la machine, que la machine soit en service ou non, on asservit ce fonctionnement des pompes à la machine ou à la présence de pièces à chauffer, puisque là, il s'agissait de chauffage à induction. Voilà. Alors, effectivement, dans l'atelier, il faisait pas très chaud et bon, il fallait faire un petit bouclage pour éviter le gel de l'eau dans les canalisations. Mais bon, en été, le bouclage était parfaitement inutile. Voilà. Donc c'est ce qui a mis un petit peu la puce à l'oreille de la personne qui a fait l'audit. Et vous voyez, on a gagné 13 000 € en faisant rien, en fait, quasiment comme investissement, en mettant un petit circulateur de chauffage, quasiment. Voilà. Après, on peut avoir des solutions un petit peu plus techniques, notamment dans le domaine thermique, où là, on a fait de la récupération de chaleur fatale pour venir préchauffer l'air qui est envoyé dans les brûleurs, ce qui permet de gagner 15% de la consommation de gaz de ces équipements thermiques, de ces fours, qui sont des gros fours déjà, puisque vous voyez, ils consomment 11 millions de kilowattheures par an, donc c'est quand même une belle consommation pour ces équipements. Donc on a réussi avec cette amélioration à gagner 40 000 € pour l'entreprise, avec un investissement de 85 000 €. Sans investissement, maintenant, sans aide financière, c'est quelque chose qui aurait pu être aidé, qui peut être aidé maintenant dans le cadre de différents dispositifs. Voilà, donc vous voyez, en conclusion, des choses qui sont tout à fait possibles et qui, au niveau efficacité énergétique, sur des sujets à la fois process et à la fois
utilité et avec des investissements tout à fait compatibles avec les problématiques d'entreprise et de rentabilité au niveau de l'entreprise. Voilà. Avant-dernière étape finalement de notre logique de gestion de l'énergie, la mesure. Hein, donc c'est effectivement le point indispensable d'un plan d'action concret. Il n'y a pas d'efficacité énergétique ni de performance énergétique sans mesure. Ça peut servir à plein de choses. Donc ça va vous servir pour identifier, je vais y arriver, pardon, les améliorations énergétiques à mettre en place. Hein, si on n'identifie pas que mes machines tournent la nuit, alors que si on ne les mesure pas pendant la nuit, ben on va pas avoir leur fonctionnement qui n'est pas normal pendant cette période, et donc on pourra pas les éteindre. Voilà, tout simplement. On va pouvoir mesurer et pérenniser les gains énergétiques que l'on a mis en place. Hein, donc, c'est bien de mettre en place un équipement de récupération d'énergie ou d'amélioration énergétique, mais il faut quand même vérifier qu'il fonctionne correctement et qu'il apporte ce qu'on avait espéré. Voilà. Ça permet également d'analyser les causes des dérives des consommations. Hein, ça, c'est le rôle d'alerte. C'est une alerte à la fois énergétique, mais c'est aussi une alerte de maintenance. Parce que si vous avez un équipement à production constante, évidemment, parce que ça c'est très important, se met à surconsommer par rapport à une situation de référence, il est probable qu'il y ait une problématique de maintenance à mettre en place, enfin un défaut qu'il va falloir corriger rapidement ou qui se prépare, hein, tout simplement. Ça permet de mesurer la performance énergétique d'une entreprise, voilà. Et puis ça permet parfois aussi de répondre à des exigences réglementaires. Certains arrêtés préfectoraux d'entreprises ont cette exigence de mesure. Voilà. Alors, un plan de mesurage, donc je vous ai dit que la mesure c'est indispensable, c'est vrai. Ceci étant dit, mon propos n'est pas de vous dire mettez des compteurs partout, dans tous les sens, tout de suite. D'abord, ça serait pas possible financièrement, et puis deuxièmement, c'est pas forcément utile pour vous. Donc il y a là aussi une démarche finalement de réflexion à avoir sur ce plan de mesurage pour qu'il vous soit utile. Hein, ça se crée par étapes, ça évolue en fonction des besoins de l'entreprise et ça demande une certaine structuration pour être pleinement efficace. Voilà. Donc il y a d'ailleurs un certain nombre de documents, dont une norme européenne, hein, pour lesquels le CETIM a participé avec le CETIAT, qui ont défini des étapes, hein, dans ce plan de mesurage. Donc vous les avez à l'écran. Hein. La première, c'est définir le contexte dans lequel va s'inscrire le plan de mesurage. Il faut réfléchir finalement à l'objectif que l'on veut obtenir, hein, au niveau de cette mesure. La deuxième étape, c'est faire le bilan de l'existant, parce qu'il y a parfois des compteurs qui existent et qui sont opérationnels, et voilà. Hein, donc il faut les intégrer. Parfois, on les a oubliés. On ne sait même pas qu'ils existent. Donc, allez les chercher. Ça permet aussi de ne pas avoir à les racheter plus tard. Ensuite, on va améliorer l'existant en fonction des objectifs qu'on s'est fixés dans notre première étape. Et on va prioriser les nouvelles implantations de compteurs. On ne va pas les mettre n'importe où. On va se donner des priorités, hein, des critères de choix. Voilà. Une fois qu'on a fait ces choix, eh ben, on peut passer à la phase technologique. Hein. Donc, on va choisir des équipements en fonction des objectifs et des priorités qu'on s'est données. Donc, vous voyez, c'est seulement la quatrième étape qu'on va aller, on va dire, consulter les fabricants. Hein, voilà. Et puis, on va bien entendu les faire poser ou les poser. Cinquième étape, on analyse les données recueillies. Et donc là, on calcule des indicateurs. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on ait à disposition des moyens de transmettre les données qui vont être recueillies par les appareils de mesure et qu'on ait quelqu'un qui soit derrière également ces données pour les analyser. Donc ça, faut pas l'oublier, l'aspect humain derrière le plan de mesurage est très important. J'ai déjà vu des superbes systèmes de mesure prendre la poussière au sens propre parce que personne n'était là pour aller récupérer
analyser les données, récupérer les données, c'était fait automatiquement, mais analyser les données pour l'entreprise. Voilà. Et le dernier élément, c'est la maintenance du système, hein, un système de mesurage énergétique comme une machine à mesurer tridimensionnelle, par exemple, a besoin de temps en temps d'être vérifié ou d'être étalonné, et c'est quelque chose qui doit se penser dès le départ. Voilà, donc ça c'est très important, parce que c'est pas au moment où il va falloir retirer le capteur qu'il faut penser justement au bypass qu'on aurait dû mettre en place pour éviter l'arrêt de la machine, par exemple. Donc cette maintenance du système, elle se réfléchit dès le départ. Voilà, et donc après, on analyse les données, on peut suivre plein de choses. Là, vous avez deux exemples. L'exemple du bas qui est un indicateur classique, hein, c'est les kilowattheures électriques par nombre de pièces. Donc il se trouve ici que c'est une entreprise qui fabriquait des cartouches de chasse, des douilles en fait plutôt, pas les cartouches complètes. Et donc son indicateur, c'était les kilowattheures par 1000 douilles fabriquées, voilà, tous les mois. Et parfois, on peut être amené à aller chercher des choses plus précises. Voilà, on a décortiqué ici dans le tableau du haut les différentes étapes de fabrication d'une entreprise, de traitement de surface par exemple. Et on a été chercher les coûts énergétiques ou les contenus énergétiques de chacune des étapes pour finalement donner un coût énergétique à la pièce, ou du moins au traitement qui sera appliqué à la demande du client. Voilà. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes à développer pour poursuivre la performance de l'entreprise. Oui, il y a un financement qui existe au niveau du plan de mesurage. Si vous avez besoin de mettre en place des compteurs, sachez que par le mécanisme des certificats d'économie d'énergie, on a la possibilité de bénéficier d'un financement sur la totalité de la chaîne de mesure, c'est-à-dire le compteur, les équipements de transport et de collecte d'informations et de logiciels d'analyse. Il faut les trois, par contre. On ne peut pas disjoindre. Il n'y a pas d'exclusion de taille d'entreprise, ni d'énergie comptée. Il faut mettre en place des indicateurs énergétiques et les suivre, hein, évidemment. C'est vraiment le but de ce type de dispositif. On peut prendre en compte les compteurs qui sont déjà en place, donc ça c'est encore mieux. Voilà. Néanmoins, il y a une nécessité de passer par des professionnels pour certaines phases du projet. Voilà. Mais bon, c'est un moyen qui en ce moment est très intéressant pour venir implémenter, diminuer finalement le coût d'investissement sur un plan de mesurage. Il y a des entreprises qui ont fait une opération blanche grâce à ce dispositif sur leur système de mesurage. Donc c'est quand même pas inutile d'avoir cette information, je pense. C'est pas forcément. Enfin, il y a un petit peu d'administratif quand même, bien entendu, pour pouvoir bénéficier de cet appui financier, mais il est important de le connaître parce que ça peut modifier un petit peu la stratégie de l'entreprise face à ce plan de mesurage. On pourra y revenir sur les questions si vous le souhaitez tout à l'heure. Voilà. Et puis, mon dernier point que je voulais voir avec vous, la gestion des compétences. C'est effectivement, vous l'avez compris, hein, c'est bien d'avoir fait notre bilan, c'est bien d'avoir fait trouver nos solutions d'économie d'énergie, mais derrière, vous allez avoir un plan d'action à mettre en œuvre, vous allez avoir des mesures à analyser et eh bien, il faut quelqu'un ou une équipe hein, pour gérer tout ça, au même titre qu'on va gérer la qualité, au même titre qu'on va gérer la sécurité dans l'entreprise. Il faut qu'il y ait des compétences qui soient dans l'entreprise pour ça. Voilà, et c'est effectivement, hein, c'est l'affaire de tous, mais il faut pouvoir piloter cette performance énergétique.
Voilà, il y a des aspects technologiques, il y a des aspects achats, il y a des aspects aussi sociaux, hein, tout à fait. Hein. Et donc, il faut avoir des personnes formées, en gros, à cette notion d'efficacité énergétique et qui peuvent sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques également. Voilà, donc il y a différents dispositifs qui existent actuellement. Donc là, je voulais juste vous faire un petit focus sur deux dispositifs. Un dispositif national, qui est le parcours de formation ProRFEI, et un dispositif régional au niveau de Loire Énergie, qui est mené par le CETIM. Donc en deux mots, donc la formation ProRFEI, je vais juste passer le slide suivant. C'est un parcours de formation qui a pour objectif de former des référents énergie dans les entreprises et de donner à ces référents énergie à la fois les connaissances suffisantes pour gérer les aspects qu'on a vus jusqu'à présent, hein, du bilan jusqu'à la phase mesure, bien entendu, mais aussi de lui donner des outils concrets et très pratiques. Donc elle se déroule en 4 parties, en 3 parties, on va dire obligatoires. Un cours en ligne, un MOOC, donc c'est c'est d'actualité, voilà, qui rappelle les fondamentaux de l'énergie, hein, parce que tout le monde n'a pas le même niveau technologique et technique sur ce sujet. Un stage de 2 jours, alors en présentiel ou en distanciel. Maintenant, on a adapté évidemment notre pratique à la crise, dans lequel on va donner tous les éléments au futur référent énergie pour assurer sa fonction, parce que c'est une véritable fonction en tant que telle, qui est pas forcément, enfin, le référent peut avoir d'autres fonctions, hein, il peut avoir une fonction maintenance, il peut avoir une fonction je sais pas, production ou achat, mais en tout cas, ce sont des tâches bien définies. Voilà, et donc on identifie avec lui les tâches et on lui donne toutes les méthodologies et tous les outils d'action pour qu'il puisse réaliser ces tâches lorsqu'il sera de retour dans l'entreprise. Et la troisième phase, c'est un accompagnement individuel du stagiaire en situation de travail. Autrement dit, on a un tutorat du stagiaire dans son entreprise pendant une vingtaine d'heures sur des actions concrètes qu'il va mettre en place pour l'entreprise. Voilà. Donc il y a du cours en ligne, du cours classique et du tutorat en entreprise pour ce parcours de formation, avec des modules complémentaires qui sont optionnels sur des sujets techniques précis, si c'est nécessaire. Donc ça, c'est un parcours national qui est financé jusqu'à 100%, encore l'année prochaine d'ailleurs, si votre effectif est inférieur à 300 salariés et qui bénéficie d'un appui financier de 50% si votre effectif est supérieur à 300 salariés, et on peut inscrire 3 personnes par entreprise. Voilà, donc c'est quand même un des programmes de formation le plus complet sur cette notion d'efficacité énergétique et qui permet de faire un transfert de savoir finalement dans votre entreprise. C'est aussi cette notion-là que on aime bien au CETIM, enfin en tout cas de mon côté j'aime bien, c'est cette notion de transfert de connaissances et transfert de savoir-faire dans les entreprises pour qu'elles puissent s'autogérer sur le sujet. Donc ça, ProRFEI le permet. Loire Énergie, donc dans les Pays de la Loire, le permet également sur un autre mode qui est à la fois, comment dire ça, une phase de formation hein, qui ressemble un petit peu à ProRFEI, mais une phase d'accompagnement plus pointu, enfin plus complet, notamment dans cette phase de planification de détermination d'un plan d'action énergétique. Donc Loire Énergie, c'est une action collective qui est cofinancée par la région Pays de la Loire et l'ADEME, hein, bien sûr,
et qui permet aux entreprises qui y participent, mais je pense que Monsieur Lefebvre, vous pourrez éventuellement en glisser un mot, puisque je pense qu'Hermo y a participé, et je vous en remercie. Donc, dans cette phase 1 de l'opération, en fait, on prépare l'entreprise et on aide l'entreprise à la planification de ses améliorations énergétiques, hein, avec un tutorat très, très appuyé. Et pour les entreprises qui le souhaitent, on les aide à aller un petit peu plus loin dans la mise en place d'un véritable système de management de l'énergie. Avec la gestion de tous les outils managériaux qui seront nécessaires pour se préparer à ce management complet de l'énergie. Voilà. Donc 2 étapes différentes. L'entreprise peut choisir de faire l'étape 1 et ou l'étape 1 plus l'étape 2. Voilà. Donc toujours dans cette notion aussi de transfert de savoir, transfert de savoir-faire, pour que l'entreprise puisse être autonome, en efficacité énergétique à l'issue de l'action collective Loire Énergie. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques minutes. Et je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions maintenant ou tout à l'heure, hein, comme vous le souhaitez. Merci beaucoup, Monsieur Sénéchal, pour cette excellente présentation. Avant de passer aux questions-réponses, j'invite Oui, tous nos participants à répondre à ce petit sondage de satisfaction. d'accord. Merci pour vos réponses. Je vous invite à nouveau à répondre à cette nouvelle question. Merci à tous pour votre participation. Avant de passer à la présentation de Monsieur Lefebvre, tout de suite les questions-réponses. Mhm. Première question, Monsieur Sénéchal, est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour aider les investissements en efficacité énergétique dans le plan de relance du gouvernement? Alors oui, alors on a parlé d'un dispositif, enfin on a abordé très très rapidement un dispositif qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est un dispositif qui existe déjà depuis longtemps et qui permet, dans certaines conditions, d'abonder les investissements en termes d'efficacité énergétique sur des thèmes bien précis, pour l'industrie, hein, j'entends. Via un appui financier d'un certain nombre d'entreprises qui sont des fournisseurs d'énergie, hein, voilà, donc c'est un mécanisme en fait, l'État oblige ces entreprises à financer des actions d'amélioration d'efficacité énergétique dans les entreprises, mais aussi chez les particuliers d'ailleurs, hein, voilà, c'est un dispositif assez global. Donc il y a déjà celui-là, donc on pourra c'est des choses qu'évidemment on regarde, hein, dès qu'on est en face d'une solution qui semble intéressante, on regarde si ce dispositif-là est valable pour la solution qu'on propose. Mais sachez que dans le cadre du plan de relance, il y a également des subventions qui sont en place. Alors il y a eu plusieurs étapes dans le plan de relance. Il y a eu une première étape où c'était les très gros projets qui étaient aidés, hein, donc les projets de plus de 3 millions d'euros.
Bon, franchement, j'en connais pas beaucoup dans notre domaine mécanicien. Il y en a sûrement, hein, mais voilà, c'est énorme. Pour les plus petits projets, donc moins de 3 millions d'euros, hein, puisque c'est la limite au niveau du gouvernement, il existe depuis la semaine dernière, puisque le décret date du 7, je crois, des possibilités d'appui financier montant jusqu'à 50% pour les investissements dans les domaines de l'efficacité énergétique. Donc, si ce sont des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous renseigner sur ce qui est éligible et sur les modalités, hein, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif qui rentre dans le cadre du plan de relance. Voilà. Et on a un petit peu de temps, puisque enfin, je pense qu'il y a des éligibilités, pardon, au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine. Voilà. Donc ça c'est sûr. Très bien, merci beaucoup. Question suivante. Mhm. Quels sont les apports de l'intelligence artificielle machine learning de l'industrie 4.0 pour s'engager dans l'efficacité énergétique? Alors ça c'est une bonne question. Il y en a en fait beaucoup, parce que en fait, plus on va instrumenter une machine pour gérer ses paramètres ou gérer ses aspects maintenance, plus on va avoir de données en fait qui seront des données énergétiques. Et c'est quelque chose qui se fait déjà, hein, dans certains domaines. Vous avez alors tout à l'heure je vous ai parlé de mesures, donc je vous ai parlé de compteurs, je vous ai parlé d'équipements qui permet de remonter les données, mais je vous ai parlé aussi de logiciels d'analyse ou d'équipements d'analyse. Bon, malheureusement, le temps ne nous est pas suffisant. J'aurais voulu vous montrer un petit exemple de ces logiciels d'analyse, ce qu'ils peuvent faire, mais voilà, sachez qu'il y a de plus en plus de ces EMS, en fait, ces Energy Managing System, qui sont sur le marché, qui sont très efficaces et qui commencent à utiliser les big data, hein. Donc, à la fois les données énergétiques brutes qui sont remontées, je ne sais pas, par les compteurs gaz, par exemple, d'un équipement, mais aussi tous les paramètres de production qui sont renvoyés par, bah, par la GED, hein, par les différents équipements, pour créer des algorithmes notamment de prévision de consommation sur une journée, un mois ou un an. Il y a des entreprises qui se lancent là-dedans, dans la prévision de consommation grâce aux algorithmes et aux big data. C'est un marché qui se développe, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est un vrai projet, c'est un vrai problème actuel. Très bien. Question suivante. Dans votre démarche d'efficacité énergétique pour des applications industrielles, Mhm. utilisez-vous dans votre démarche la simulation numérique comme la thermique dynamique ou principalement de l'analyse de données? Alors, la simulation thermique dynamique, on pourrait l'utiliser, on l'a utilisé dans certains cas précis, notamment pour faire des analyses sur des équipements thermiques, des fours par exemple. On l'a fait un petit peu aussi sur des machines plus complexes. Mais c'est surtout de l'analyse de données classique, hein, que l'on fait. Alors pourquoi? Parce que les simulations dynamiques sont des choses un peu lourdes à mettre en place, un petit peu onéreuses aussi parfois, il faut le dire, très enrichissantes, hein. Mais là, on essaie de trouver un compromis entre le coût d'analyse, le coût d'étude, en fait, et puis le rendu auprès de l'industriel. Mais alors, je sais que ça se fait beaucoup dans le bâtiment pur, dans le bâtiment tertiaire notamment.
nous, on n'analyse pas forcément les bâtiments, on fait une analyse rapide hein, des bâtiments qui abritent les process, mais c'est pas notre axe principal. On est vraiment concentré sur les process et sur les utilités, hein, de par notre rôle CTEAM. Mais quand on en a besoin, on sait l'utiliser, oui, au CTEAM, cette simulation. Voilà. Mais c'est pas la démarche la plus courante. Voilà, c'était un peu ma conclusion. Question suivante. Mhm. Il y a des discussions sur l'aspect BNO pour la santé des LED. Quel est votre avis? Alors là, je pense qu'on vous voulait parler de la lumière bleue, hein, des LED. Oui. Alors, ouais, c'est un peu ça. Hein. Enfin, en fait, comment dire, des longueurs d'onde dans le bleu qui sont émises par certaines LED. Alors, mon avis, enfin, j'ai pas d'avis, je peux pas me permettre d'avoir un avis, on va dire, médical, c'est pas mon rôle, bien entendu. Par contre, il est vrai qu'il faut choisir sa LED de façon, comment dire ça, en toute connaissance de cause. Hein. Il faut pas privilégier que le prix, parce que bah, vous pouvez avoir des mauvaises surprises, non seulement à la fois sur ces aspects, sur ces aspects hygiène sécurité, mais aussi sur les aspects rendement ou durée de vie. Hein, et parfois, ne pas hésiter à mettre le prix pour avoir des LED et des équipements LED qui sont compétitifs et intéressants. Voilà. C'est devenu un vrai business, hein, les LED, avec des produits plus ou moins bons. Faut être honnête. Ça mérite une étude en tout cas, à chaque fois. Très bien. Et dernière question. Mhm. Est-ce qu'il y a eu des changements pour l'obtention des CEE pour les sites PNAQ? Oui. Alors les sites PNAQ, donc c'est les sites qui sont soumis aux quotas d'émissions de CO2. Donc en général des sites relativement importants, qui étaient exempts jusqu'à présent qui ne pouvaient pas bénéficier des certificats. Alors, je suis sûr que cette exemption a été levée. Ce que je ne me souviens plus à l'instant, c'est si ça a été levé pour l'ensemble des opérations standards et des opérations spécifiques, ou uniquement pour une partie d'entre elles. Donc, faut que je creuse. Éventuellement, reposez-moi la question par mail et je vous répondrai. Il faut que je recherche. Mais oui, il y a eu des modifications, ça c'est sûr. C'est sûr, et c'est tant mieux parce que vous étiez exclu du dispositif et c'était dommage. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Sénéchal, pour Je ces vous en prie. réponses. Tout de suite, je donne la main à Monsieur François Lefebvre pour un témoignage de la société Hermo. Mhm. Monsieur Lefebvre, c'est à vous. Bonjour, merci pour ce temps de parole déjà. Donc je suis François Lefebvre, je suis contrôleur de gestion chez Hermo et depuis un an je suis le référent énergie d'Hermo. Hermo c'est un concepteur et un fabricant de moules qui fait de l'injection plastique. On est spécialisé dans tout ce qui va être bouchonnage. Et une entreprise qui représente 17 millions de chiffres d'affaires, 135 salariés, 3 sites. Aujourd'hui on consomme 3 gigas par an. C'est à la fois peu, ça représente que 2% de notre chiffre d'affaires. Puis à la fois, c'est beaucoup parce que ça représente jusqu'à 300 000 euros par an. C'est l'équivalent d'un village de 2300 habitants. Donc chez nous, individuellement, on fait l'effort d'éteindre notre box et d'éteindre la lumière parce que c'est pas Versailles. Et au final, on se rend compte qu'avec l'entreprise, on a un gros terrain de jeu aussi pour faire de l'économie d'énergie. Et agir sur l'énergie chez nous aujourd'hui, ça représente un gain, ou en tout cas une absence de charge de 50 000 euros par an, ce qui est loin d'être négligeable. Alors d'où vient notre volonté de nous engager? C'est avant tout un engagement environnemental. C'est un engagement citoyen pour les problématiques qu'on connaît tous, hein, de biodiversité, de réchauffement climatique.
c'est un engagement aussi économique, on ne va pas se le cacher. Hein, les consommations d'électricité, ça coûte cher, d'énergie, ça coûte cher. C'est des ressources qui vont augmenter et en plus, il y a des aides. Cet engagement environnemental, il a aussi des retombées commerciales par rapport à l'image qu'on peut renvoyer vis-à-vis de nos partenaires, surtout que nous, on est dans un secteur d'activité de la plasturgie où la plasturgie est souvent montrée du doigt et on travaille avec la plasturgie. Et puis, tu as un projet social aussi. Et pourquoi on a commencé à travailler sur l'énergie, principalement, quand on a voulu s'investir pour l'environnement? C'est parce que c'est un sujet qui met tout le monde d'accord. À la fois, on fait des économies pour les finances de l'entreprise, et à la fois, on fait de l'écologie. En diminuant les factures, on diminue nos émissions. En se protégeant contre la hausse des tarifs, on économise, en faisant des économies, on économise aussi des ressources, on participe à la transition énergétique. On fait des actions qui ont des retours sur investissement. On peut investir, on peut améliorer notre parc tout en diminuant nos consommations d'énergie fossile. Voilà, ce sont deux sujets. L'énergie, c'est un domaine qui nous a permis de faire que tout le monde est tout le temps gagnant et de pouvoir faire de l'environnement en entreprise tout en sauvegardant nos finances. Alors, comment ça s'est passé chez nous, le cheminement? Avant toute chose, une fois qu'on a décidé de faire de l'environnement et de l'énergie, on a commencé par faire un audit de nos consommations énergétiques via un cabinet qui s'appelle Studéfi, qui est au Mans, et donc il nous a fait un audit de 3 jours pour un peu nous donner la cartographie de notre consommation. Très clairement, quand on a voulu économiser l'énergie, on a tout de suite pensé aux lumières. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout les lumières qui étaient notre principale source d'énergie. Et donc, on s'est rendu compte que c'était bien l'air comprimé, les machines, les presses, et puis le chauffage et la climatisation. En regardant nos factures, on a pu apprendre aussi quels étaient les facteurs d'influence qui pouvaient réguler notre consommation et comment on pouvait mieux la maîtriser. Quelque chose de très bête, hein, réguler la climatisation l'été et le chauffage en hiver. Et puis, on a pu aussi faire un audit un peu sur quel type d'énergie on consommait. Et chez nous, c'est 90% de l'électricité. La deuxième étape, ça a été une formation en référent énergie, d'un référent énergie. C'est moi qui en ai profité. J'ai profité du programme Loire Énergie du CETIM dont vous parlait Eric Sénéchal tout à l'heure. Et donc, si aujourd'hui je suis venu témoigner, c'est aussi pour vous en dire le plus grand bien. Vous dire que ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses et aujourd'hui de savoir où mettre nos priorités, comment nous organiser pour économiser le plus d'énergie possible et pour pouvoir le comprendre et le maîtriser. Je prends un exemple très bête en ce moment. On a eu l'idée de mettre des lanières plastiques sur nos grandes portes pour éviter toutes les déperditions de chaleur qu'on pouvait avoir. Avoir bénéficié de cette formation de référent énergie, ça nous a permis de calculer assez rapidement un retour sur investissement de la chose et donc de prendre cette décision de se lancer dans cette action. Quelles sont ensuite nos pistes d'économie? C'est quelque chose qui nous a été présenté par le rapport de Studéfi. On s'est rendu compte que c'était déjà avant toute chose des comportements. On s'est rendu compte qu'on avait un potentiel de réduction de 10% dès cette année et 10% dès l'année prochaine, et sur des choses très, très simples, notamment des comportements. Donc, en éteignant correctement les machines une fois qu'elles ont été utilisées, en alertant sur les fuites d'air comprimé, notamment. Voilà, des choses qui ne nous ont pas forcément demandé d'investissement au départ, mais qui pourtant nous font gagner très rapidement tout de suite. Pareil, avec un peu d'organisation, en réglant mieux nos thermostats, en coupant nos réseaux d'air comprimé pour peu qu'ils soient inutiles le soir. Et également en revoyant nos taxes CSPE. La CSPE, on pourra peut-être en reparler plus tard, c'est une taxe que vous payez sur vos factures et parfois on en paye un petit peu trop. Et ensuite, on a pu faire des petits investissements simples avec des retours sur investissement de moins d'1 an
la récupération de chaleur sur l'air comprimé en été. C'est des investissements sur lesquels aussi on a pu bénéficier de ces 2 E. Et voilà comment on a pu réduire de 10% dès cette année nos consommations, et on a un potentiel de 10% l'année prochaine. Après, je vais être honnête avec vous là-dessus. Pour économiser 2 fois 10% d'énergie, il fallait avoir quand même 2 fois 10% d'énergie à économiser. Donc déjà surconsommer. C'est un peu comme les régimes qu'on nous vend au début de l'été. Perdez 10 kilos en une semaine, il faut déjà avoir 10 kilos à perdre. Donc on n'était pas un modèle en termes de consommation énergétique. On partait de loin. Mais aujourd'hui, on est très très content de faire ce chemin et de voir que ce chemin, ça paye. Et puis après, on a voulu s'organiser, toujours s'organiser. On a pris la norme ISO comme méthode d'appui afin de bien pouvoir planifier toutes les actions, car on avait entre les comportements, l'organisation et les petits investissements rapides, beaucoup de choses à faire. Et donc, on s'est structuré autour de la méthode ISO en Plan, Do, Check, Act. On a profité du fait qu'on était déjà engagé dans la norme ISO 9001. Tout d'abord, déjà en mettant un plan de comptage, définir des objectifs, faire des mesures, voir sur quoi on est bon, voir sur quoi on n'est pas bon, quelles sont les mesures qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, quels sont nos gisements potentiels. On a eu aussi tout un volet financier sur les achats d'énergie. On a pu renégocier notre contrat avec notre fournisseur d'énergie qui était EDF. Sur tout ce qui est défiscalisation, les CSPE, et puis sur de la recherche d'aide grâce à l'ADEME, grâce à des C2E. Et puis on a fait ensuite de l'animation pour entraîner les gens qui jouent le rôle, pour essayer d'insuffler une certaine culture énergie. Et pour ça, on a fait appel à une association locale qui s'appelle Synergie 53. S'il y a des gens parmi vous de Mayenne qui m'écoutent, c'est une association qui œuvre sur le territoire mayennais et qui vient parler d'énergie, qui vient faire des animations sur les déchets et sur l'énergie, et qui nous a beaucoup apporté parce qu'elle nous a aidé à sensibiliser et à mettre en place une culture énergie. Et très clairement, c'est un sujet, l'énergie, si tout le monde ne joue pas le jeu, vous allez avoir que des gains limités. Et puis maintenant, on essaye d'aller au-delà aussi, d'être un peu contagieux, je dirais, à faire que si nous, on arrive à économiser des kilowattheures, on peut peut-être inciter nos partenaires à en faire autant. Et c'est une autre manière aussi de participer aux réductions d'énergie et à l'environnement. Voilà, cet engagement, comme je vous disais, il s'est fait de manière progressive et durable. Au début, c'était 1 ou 2 personnes avec des choses simples. On fait un audit, on se forme. Et puis, au fur et à mesure, on engage les personnes. On a engagé la service qualité, la direction. On a créé un comité environnement et on a fait cette sensibilisation dans les ateliers pour que les gens s'approprient ce sujet de l'énergie. Et aujourd'hui, on essaye d'aller au-delà. Au-delà de nos murs. Voilà, c'est une démarche qui se fait dans le temps, mais qui est durable. Comme disait Eric tout à l'heure, quand on gagne sur un équipement, des kilowattheures sur un équipement et donc des euros sur un équipement, ce sont des choses qui sont durables. Ça se fait progressivement et ça se fait dans le temps. Et tout ce qui est économisé est économisé. Et voilà, toute cette démarche à faire au fur et à mesure, chez nous a permis, chez Hermo, d'être dorénavant en route vers la norme ISO 50001. Norme qu'on va essayer d'avoir pour mars 2021, sur lequel il y a des aides également. Voilà. Et c'est fini pour ma partie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre, pour cette présentation. Nous n'avons pas de questions. Est-ce que les participants souhaitent poser quelques questions à Monsieur Lefebvre? Il n'hésitera pas à vous répondre. On attend encore 1 ou 2 minutes, sinon on va conclure tranquillement. On va conclure gentiment cette excellente présentation.
Oui, pour occuper un petit peu, donc Didier Fouché, je voulais dire que tout ce que vous a présenté Eric Sénéchal avec des retours sur investissement déjà extraordinaires, hein, moins de 2 ans souvent, eh ben, aujourd'hui, il serait encore amélioré grâce au certificat d'économie d'énergie et les financements, et ces financements-là. Voilà, donc c'est le moment. Voilà, effectivement, comme tu le dis, Didier, on est dans une période compliquée pour nous tous, hein, à cause de la crise sanitaire. Mais il y a des opportunités à saisir sur la partie investissement, en particulier des aides potentielles à la fois par les C2E et à la fois par le plan de relance. Et ces investissements vont vous permettre de faire des gains financiers rapides, hein, souvent, ce qui améliorera la trésorerie un petit peu mise à mal en ce moment avec la crise. Donc c'est pas inintéressant de se pencher sur ces problématiques d'efficacité énergétique, y compris pendant cette période de crise, où on est plutôt à la recherche de productivité ou à la recherche de clients, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de faire des gains directement sur les coûts fixes, hein, de l'entreprise, voilà, qui seront améliorés. Très bien, merci à tous. Malheureusement, nous n'avons pas plus de questions. Très belle dynamique de la société Hermo dans son engagement à la réduction des consommations énergétiques. Félicitations. Ce Merci beaucoup. sera, ce sera le mot de la fin. C'est la fin de votre webinaire Efficacité énergétique, un levier de compétitivité. Merci beaucoup à nos intervenants, Monsieur Éric Sénéchal et Monsieur François Lefebvre, ainsi que Monsieur Didier Fouché. Merci à nos partenaires, le CETIM et la FIM. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.